Depuis 2013, je propose la création d'une police municipale à Paris, une police municipale de proximité, qui soit un maillon complémentaire de la police nationale qui de plus en plus s'occupe en fait de la lutte contre le terrorisme ou de la remontée des filières sur les domaines de la grande criminalité et de la grande délinquance. Et il manque ce maillon de proximité, cette visibilité sur le terrain, parce qu'une police municipale de proximité visible, ça veut dire qu'elle est dissuasive parce qu'on la voit, et elle est aussi réactive quand il y a des problèmes. Et elle doit être en lien avec les habitants, c'est-à-dire les associations, les gardiens d'immeubles, mais aussi les commerçants. Et elle doit être en capacité de faire de la prévention, parce qu'elle est présente, mais aussi de la répression, notamment des incivilités de la petite délinquance, pour permettre vraiment une tranquillité au quotidien. Alors, elle doit travailler de manière complémentaire avec la police nationale, et dans le cas du contrat local de sécurité, le maire d'arrondissement a un rôle particulier à jouer pour faire en sorte que cette police municipale travaille en bonne intelligence avec la police nationale. On prend par exemple le sujet de l'occupation illégale du domaine public. On connaît dans le 18e arrondissement diverses formes, malheureusement, d'occupation de l'espace public, que ce soit la contrebande, la contrefaçon, de la vente à la sauvette, il y a mille choses qui posent de lourds problèmes. Eh bien, il faut remonter à la fois les filières, c'est le travail de la police nationale, il faut suivre les dossiers, le maire doit être énergique, volontaire, pour demander des actions très concrètes de la part de la police nationale pour démanteler ces filières. Et en même temps, il doit, avec la police municipale, empêcher l'installation de ces ventes illégales, notamment, en ayant une présence sur le terrain et en donnant les instructions à cette police municipale. Mais la police municipale, ça ne marche que s'il y a d'autres outils à côté. Bien sûr, des outils préventifs avec le travail des associations qui doivent investir, évidemment, des missions principales qui doivent être hiérarchisées, sur la culture, sur l'accès par exemple au sport dans les quartiers, sur la question bien sûr du soutien scolaire. Il y a des choses à faire qu'il faut bien cibler. Et puis, en même temps, il faut aussi d'autres formes de sanctions. Et moi, je pense que la mise en place des travaux d'intérêt général, ce que j'avais appelé tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, est une bonne réponse complémentaire à côté de la police municipale. Pourquoi? Parce que ces travaux d'intérêt général, c'est une peine de réparation à la faute qu'on a commise à la société, mais c'est aussi une dissuasion à la récidive. Je suis allé voir dans d'autres métropoles de France et d'Europe, la mise en place de ces travaux d'intérêt général, ça marche. Partout c'est mis en place, la petite délinquance et les incivilités reculent. Bertrand Delanoë l'avait lancé, notamment dans son dernier mandat. Je regrette que malheureusement, dans le mandat 2014-2020, on n'ait pas amplifié cette politique. Moi, je veux généraliser les travaux d'intérêt général dans le cadre d'une convention entre le parquet, la ville et les mairies d'arrondissement et évidemment les associations. Ces travaux d'intérêt général, ça peut être du bénévolat dans des associations caritatives, ça peut être nettoyer les rues, la petite ceinture. Il y a beaucoup de choses à faire à Paris et singulièrement dans le 18e. Bon, la toxicomanie, c'est un sujet extrêmement complexe et difficile qui touche à la mort éventuelle de malades. C'est un sujet extrêmement difficile et il faut les sortir de la spirale infernale de la drogue. Et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ça demande un accompagnement social, psychologique et médical. Il faut les sortir de la rue. Alors une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Il faut des centres. Il faut assumer des centres où on les soigne et où on les sort de la drogue. Ça, c'est des centres sur le plan structurel. C'est long, c'est plusieurs années souvent, mais il faut investir ces politiques-là. Ensuite, la question sanitaire, la question pour éviter notamment la contamination quand c'est par seringue, l'injection, doit amener évidemment à ce que les villes comme Paris investissent dans une stratégie. Et moi, je suis plutôt pour qu'il y ait des bus avec un personnel médical adapté, des psychologues qui aillent là où sont les toxicomanes, puissent les amener dans ces bus, les accompagner et faire un suivi pour progressivement les sortir de la rue et en même temps leur permettre une injection qui soit une injection propre pour éviter la contamination. Mais éviter les fixations. Parce que si on met toujours dans les mêmes quartiers des problèmes, à ce moment-là, on ne s'en sortira jamais. Donc il faut assumer de faire en sorte que ces personnes qui sont malades doivent être suivies et accompagnées sans forcément fixer toujours dans les mêmes quartiers, de manière structurelle, ces salles-là. Au contraire, les bus itinérants peuvent permettre justement de traiter en profondeur le sujet sans créer de point de fixation. Et à côté de ça, encore une fois, des centres structurels là, mais pour sortir ces personnes de la drogue en les soignant dans la durée et en les accompagnant dans la durée sur le plan psychologique aussi, parce qu'il faut du temps pour se réinsérer ensuite. Je crois que l'urbanisme, d'abord, c'est la vision de la ville. Et quand on est écologiste, on pense d'abord à l'urbanisme.
Et moi, j'ai noté que dans ce dernier mandat, 2014-2020, ça a été le mandat du bétonnage permanent. On a choisi la quantité au détriment de la qualité. Et demain, si j'ai la chance et l'honneur d'être maire du 18e, avec une nouvelle majorité à Paris, avec Agnès Buzyn, nous voulons privilégier la qualité. Nous allons faire des projets d'urbanisme, mais nous allons changer la méthode. D'abord, nous allons mettre les habitants au cœur de l'élaboration des projets eux-mêmes. Non pas faire un projet et le soumettre à concertation, mais associer les citoyens sur la construction du projet. C'est une nouvelle gouvernance qui permet de mieux fédérer et voir quelles sont les attentes des citoyens dans un quartier. Ça évite d'hyperdensifier et de trouver l'équilibre entre le logement, l'activité économique et commerciale dans un quartier, les activités culturelles, sportives et les espaces verts parce qu'on manque de lieux de respiration. Je rappelle quand même que Paris est la capitale la plus dense d'Europe. Nous sommes une petite ville sur le plan de la superficie, 105 km², 87 km² si on enlève le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. On ne respire plus à Paris. C'est une ville polluée, c'est une ville bruyante, c'est une ville stressante et dans les nouveaux projets d'aménagement, il faut retrouver l'équilibre. Et donc on fera des projets de logement, mais plus équilibrés en privilégiant la qualité sur la quantité. Et à l'intérieur de cette politique du logement, il faut aussi faire de l'équilibre. Du logement social, c'est normal, pour les plus précaires, ceux qui sont en urgence, il faut agir pour eux et leur faire des logements. Dans le 18e, mais dans tout Paris, comme je l'ai toujours dit depuis de nombreuses années. Il faut de l'équilibre géographique dans les logements sociaux. Et puis il faut des logements de la ville, par exemple, qui sont des logements sociaux, mais attribués aux classes moyennes qui vivent modestement de leur revenu du travail et qui fuient aujourd'hui Paris parce que la ville est trop chère. À 10 000 € le mètre carré, en moyenne l'achat, et à 31 € le mètre carré la location en moyenne, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc on est en train de faire une ville où les plus riches peuvent vivre et ceux qui auraient la chance d'avoir une attribution de logement social, parce qu'ils sont en difficulté, pourraient vivre. Et il manque ce segment qui est au fond ce qu'on appelle la classe moyenne, qui sont aussi les familles et qui permettent de faire de l'équilibre dans les quartiers, de la diversité sociale qu'on va retrouver ensuite dans les écoles, dans les crèches, dans les quartiers et qui vont faire vivre aussi la diversité commerciale. La diversité commerciale, elle dépend aussi d'un volontarisme de la ville, on y reviendra tout à l'heure, mais elle dépend aussi de l'équilibre des attributions des logements sociaux dans les quartiers. Donc de remettre vraiment de l'équilibre pour que chacun se rapproprie nos quartiers et villages du 18e. Moi, je suis frappé par la mauvaise gestion de la mairie sortante. On a augmenté la dette, on est à près de 6 milliards d'euros aujourd'hui, probablement plus parce qu'il faudra faire un audit indépendant qui montrera les difficultés. Madame Hidalgo a détruit du jour au lendemain Autolib. C'est près de 200 millions d'euros dont on ne sait pas encore ce qui va advenir de nos finances. Est-ce que c'est la ville qui devra tout régler? Bon, il y a une suite à faire avec le groupe de M. Bolloré sur le sujet. Il y a beaucoup de transparence à faire dans la gestion d'un certain nombre de crédits et donc on sera à minima à 6 milliards. On aura donc endetté la ville sous cette mandature, la trajectoire est mauvaise et pourtant la qualité de vie n'a pas été au rendez-vous. Parce que les Parisiens n'ont pas constaté qu'avec ces dépenses supplémentaires, leur rue était plus propre, la tranquillité était assurée, qu'il y avait de l'harmonie dans les logements, que les services publics étaient plus adaptés à leur rythme de vie. Je propose par exemple, moi, qu'on investisse plutôt l'argent des Parisiennes et des Parisiens sur leurs priorités, propreté, sécurité, écologie, c'est-à-dire lutte contre le bétonnage, équilibre sur les politiques de logement, et aussi sur tout ce qui est culture, vie de quartier, et étendre les horaires des équipements culturels et sportifs et aussi des crèches pour adapter le rythme des services publics municipaux sur le rythme de vie des Parisiens. Et ça demande de faire des économies à côté. Comment on peut faire des économies? Moi, j'avais proposé des choses toutes simples il y a quelques mois. Déjà, sur le train de ville, l'hôtel de ville lui-même, suppression des voitures avec chauffeur, suppression du journal papier municipal global. On a déjà nos journaux d'arrondissement. C'est réaliser des économies. Suppression des jetons de présence dans les conseils d'administration. Quand on est élu conseiller de Paris, on n'a pas besoin d'avoir des jetons de présence en plus lorsqu'on siège dans ces conseils d'administration. On y siège ès-qualité en tant que conseiller de Paris. Donc voilà, on peut faire des économies sur le train de vie de l'hôtel de ville. J'avais chiffré à 60 millions d'euros d'économies. Ça sera insuffisant. À côté, il faut avoir le courage de dire aux citoyens aussi qu'il va falloir réformer l'administration parisienne. On va avoir des priorités absolues sur la sécurité, la propreté, la petite enfance, c'est-à-dire sur des personnels sur le terrain. Mais il va falloir
aussi diminuer un certain nombre de postes dans la technocratie. Or, l'administration parisienne s'est beaucoup bureaucratisée ces dernières années. On a multiplié les postes de sous-direction, de dépenses de communication. Nous allons faire un plan d'économie en ne remplaçant pas tous les fonctionnaires qui partiront à la retraite dans tout ce qui est sous-direction ou tout ce qui sont les satellites de la ville de Paris. Aujourd'hui, il y a 55 000 agents et fonctionnaires à la ville de Paris, et si on touche avec tous les satellites autour, on est à 65 000. Si on veut une qualité de vie et bien orienter nos finances publiques, il faut que ça aille vers le terrain, vers les Parisiens, et qu'on débureaucratise un maximum, quand on le peut, un certain nombre d'actions. Vous me parlez de propreté, mais souvent les habitants, eux, me parlent de saleté. Et ils ont vu, à l'œil nu, la situation se dégrader à Paris. La ville est sale et elle est salie. C'est les deux. Madame Hidalgo dit « la ville est salie ». Oui, mais elle est aussi sale. Et c'est vrai qu'il ne faut pas nier qu'elle est les deux. Ça veut dire quoi? Elle est sale parce qu'on constate tous qu'il y a un problème d'hygiène à Paris, et elle est salie parce qu'il y a de l'incivilité. Et donc il faut traiter sur 3 leviers. Première proposition, il faut d'abord se remettre en cause quand ça ne fonctionne pas. Il faut avoir le courage et la lucidité de changer les choses. Nous nous proposons de réorganiser complètement l'administration, la gestion de la politique de la propreté. Nous allons confier aux mairies d'arrondissement, au plus près du terrain, la tâche du nettoiement des rues, voilà, pour responsabiliser les maires d'arrondissement. Si demain, nous sommes en responsabilité à la ville de Paris, si j'ai la chance d'être maire du 18e, avec mon équipe, on assurera cette responsabilité directement devant les citoyens et avec les acteurs de terrain. On aura en charge le matériel et le personnel, pour le motiver. Il y a beaucoup d'absentéisme aussi dans le personnel du nettoiement. Mais quand on est mieux managé, quand on est au plus proche du terrain, quand on sent qu'on a la confiance de ces élus qui donnent des priorités, qui évaluent le travail qui est fait, eh bien, généralement, ça fonctionne mieux. On va, sur l'ensemble de Paris, je dis bien sur l'ensemble de Paris, on va privatiser l'ensemble de la collecte des ordures ménagères, comme c'est le cas dans la moitié des arrondissements. Tous les rapports, notamment sur la Chambre régionale des comptes, démontrent que le travail y est plutôt bien fait et que ça n'a pas un coût supérieur pour le contribuable. Ça nous permet, ça, de récupérer des agents, une partie des agents qui étaient en charge de la collecte sous régime municipal, pour les remettre sur le terrain au balayage, pour avoir plus d'agents et pour étendre les horaires de nettoiement, que ce soit l'hiver ou l'été, pour nettoyer plus les rues de Paris. Plus on nettoie, plus c'est propre. Mais ça ne suffira pas. Donc deuxième point, il faut sanctionner. Il faut sanctionner les incivilités. Sanctionner les incivilités, il y aura des brigades spécialisées dans la police municipale qui aura pour charge de faire du flagrant délit, mais aussi de mener des enquêtes pour savoir qui est responsable régulièrement dans tel quartier des dépôts sauvages, que ce soit des privés ou que ce soit des entreprises. Et nous allons lier ça aux travaux d'intérêt général avec « tu salis, tu nettoies ». Quand on commet une faute importante et récurrente, eh bien on devra réparer sa faute à la société. Et troisièmement, je voudrais lancer dans le 18e arrondissement un grand plan d'éducation à l'éco-citoyenneté. Ça passera par 2 choses. D'abord les écoles. Je pense que dans le cadre des écoles, on doit former cette génération éco-citoyenne, respectueuse de l'environnement et respectueuse du domaine public. La nouvelle génération peut avoir un comportement exemplaire et elle peut transmettre à des parents plus récalcitrants ou inciviques les gestes éco-citoyens. Et on va travailler aussi sur le tri. Paris a beaucoup de retard. On ne recycle que 20% de nos déchets contre 80% à San Francisco. On a aussi là un projet extrêmement fort pour d'abord mieux former sur le tri et aussi permettre aux Parisiens qui en sont privés de faire ce tri, de pouvoir le faire et d'investir en la matière, évidemment en lien avec eux et les conseils syndicaux. Et ce grand plan d'éducation s'appuiera aussi sur les associations qui le souhaitent dans le quartier pour mener des opérations avec les services de la ville coup de poing pour nettoyer les rues de Paris et former dans les quartiers les citoyens qui ne connaissent pas forcément les gestes les plus élémentaires de la civilité. Donc vous voyez, on réorganise l'administration, on sanctionne les incivilités avec des brigades spécialisées dans la police municipale et avec les travaux d'intérêt général, tu salis, tu nettoies, et on fait un grand plan d'éducation et de formation de la nouvelle génération qui doit s'ouvrir évidemment à toutes les générations derrière. Je le disais tout à l'heure, en termes de superficie, Paris est une petite ville de 105 km². Et moi je souhaite que le prochain mandat soit le mandat qui nous permet de changer d'échelle en matière de politique publique de circulation. On ne va pas résoudre les problèmes de pollution et de circulation à l'échelle de Paris. Il faut avoir le courage de penser Grand Paris. Et pour ça, il faut une maire de Paris ou un maire de Paris et des maires d'arrondissement qui apprennent à travailler avec les autres. On ne peut pas être seul dans son coin et on ne peut pas avoir raison à tout moment contre tout le monde et contre l'évidence. Travailler avec les maires des communes riveraines, travailler avec la région, travailler avec la métropole comme travailler avec l'État. Et d'ailleurs,
travaille avec les associations, avec le monde économique, avec toutes celles et tous ceux qui peuvent apporter une contribution utile dans l'intérêt général pour faire avancer des dossiers. Je dis souvent, une idée est bonne ou elle ne l'est pas, et si elle est bonne, elle doit prouver son efficacité au service des citoyens, et on doit la mettre en place. Et donc, sur la question de la circulation, il faut un grand plan de circulation métropolitain, comme il faut un plan de vélo métropolitain, ce que nous appelons le vélopolitain. C'est important parce que ça évite les cassures et les stratégies différenciées selon les communes. Pour sortir la voiture extérieure de Paris, car il faut moins de voitures dans Paris, et notamment la voiture extérieure, nous proposons de mettre en place, avec la région Île-de-France qui est prête, des parkings relais aux grandes intersections routières et autoroutières de l'Île-de-France, et aussi auprès des nouvelles gares qui vont émerger du Grand Paris Express, qui va être ce métro qui va relier du nord au sud et d'ouest en est les grands bassins de population et économiques de l'Île-de-France. Ça nous permettra de trouver des solutions pour des franciliens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture en partant de chez eux parce qu'ils n'ont pas un transport en commun en bas de chez eux, mais qui à un moment auront intérêt à laisser leur voiture parce qu'ils auront un transport en commun, ils iront plus vite à Paris en transport en commun, et en laissant leur voiture, eh bien, les Parisiens seront gagnants parce qu'il y aura moins de voitures, donc moins de bruit, moins de congestion et moins de pollution. Ça me paraît vraiment pragmatique, et d'autres métropoles européennes l'ont mis en place, et ça fonctionne très très bien. Et ça demande une culture de partenariat. Décongestionner, quand on arrive à décongestionner Paris de la voiture extérieure, il faut maintenant mieux organiser la gestion de notre espace public. Notre espace public, il est impossible aujourd'hui à Paris. Il est saturé, il est pollué, c'est bruyant et c'est stressant. Et notre objectif, nous, entre 2020 et 2026, c'est d'amener les Parisiens à être moins stressés à la fin du mandat et à se réapproprier leur espace public. Pour tout ça, il faut le réorganiser. Un espace public qui doit être tenu. Ça commence par l'organisation des travaux. L'organisation des travaux à Paris depuis 6 ans, c'est ni fait ni à faire. La maire de Paris, son premier adjoint, assume de dire « c'est pas à nous d'organiser les travaux ». Mais à qui donc? À qui donc? Je pose la question. Si demain nous sommes en responsabilité, nous organiserons la gestion des travaux avec les opérateurs. Il y aura en lien avec les mairies d'arrondissement des réunions chaque semaine pour organiser le calendrier des travaux. Il y aura des réunions pour décider l'ordre des intervenants sur la voirie, surtout quand ils doivent intervenir sur la même portion de voirie. Car à Paris, on a constaté des choses malheureuses. On a constaté qu'il y avait des chantiers qui étaient installés alors que des ouvriers ne travaillaient pas dessus. On a constaté que des chantiers étaient terminés et que les barrières restaient. On a constaté aussi que lorsque les travaux étaient terminés et que tout le monde était content enfin dans le quartier de se dire c'est fini, 6 mois après, dans la même portion de voirie, on cassait tout et on recommençait. Parce qu'on n'avait pas organisé l'ordre des prestataires de manière continue, parce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Nous allons remettre un pilote dans l'avion qui réorganise les travaux, parce que Paris a besoin de travaux, mais des travaux organisés. De la même façon, il faut réorganiser l'espace public parce qu'il y a des nouvelles mobilités. Moi, je suis pour les nouvelles mobilités. Je suis pour le développement du vélo. Et d'ailleurs, on a un plan très audacieux en matière de vélo. On a aussi des nouvelles mobilités avec les trottinettes. C'est très bien, mais il faut l'organiser. L'espace public ne peut pas être privatisé à tout va. Et donc, quand par exemple, on a des entreprises qui installent des vélos ou des trottinettes, eh bien, il faut décider qui et comment. J'avais proposé dès 2018, vous voyez, ça fait plus de 2 ans, on a pris beaucoup de retard, qu'on puisse avoir des appels d'offres. Qui peut être sur l'espace public? C'est quand même à la ville et aux citoyens d'en décider, et pas des entreprises. Et ensuite, quelle part leur est réservée? Il faut des places de stationnement qui leur soient consacrées. Et puis, il faut immatriculer les trottinettes, parce que les utilisateurs qui posent des problèmes et qui sont inciviques doivent être sanctionnés. Il faut que notre espace public soit ordonné. Priorité, protéger le piéton. Le piéton est le plus vulnérable sur la chaussée. Il est en danger vis-à-vis des voitures, vis-à-vis des 2 roues motorisées, vis-à-vis du vélo ou vis-à-vis de la désorganisation de l'espace public, des trottinettes qui roulent sur les trottoirs ou de l'occupation illégale du domaine public lorsque on connaît dans nos quartiers du 18e la contrebande, la contrefaçon, on ne sait pas où traverser. Et quand les travaux sont mal organisés et qu'on n'explique pas où il faut traverser, le piéton est aussi en danger. Donc tout l'espace public doit être pensé autour du piéton pour le protéger et lui permettre d'aller et de venir facilement dans son quartier et dans sa ville en toute sécurité et en toute tranquillité. Alors, on a des projets pour qu'on respire mieux dans nos quartiers. Sur le modèle de Barcelone, avec les super-îles, c'est-à-dire de fixer des priorités sur des axes de circulation qui sont adaptés à la voiture. Et là où il y a des petites rues, par exemple, où ce n'est pas du tout adapté à la voiture, notamment à la voiture extérieure, eh bien, on donnera la priorité aux piétons pour désaturer ces quartiers-là de la voiture extérieure,
pour qu'on y respire mieux et qu'on se réapproprie l'espace public. Et je dois dire que la Goutte d'Or, par exemple, en fera partie, comme la butte Montmartre. Voilà, parce que ce sont des quartiers pour des raisons très différentes qui ont besoin d'être désaturés de la voiture extérieure. L'un parce qu'il est très touristique et que quand on imagine qu'il y a des voitures qui peuvent monter jusqu'à la place du Tertre, c'est absolument aberrant. Et quand on imagine tous les gens qui viennent là juste pour aller faire quelques courses en venant de l'autre bout de l'Île-de-France ou même de province et qui saturent l'espace public de la Goutte d'Or, on se dit qu'il faut qu'on réordonne notre espace public et que ceci pérille n'empêche pas la circulation automobile sur les axes qui sont prévus, mais dans les petites rues à l'intérieur de la Goutte d'Or, ces véhicules extérieurs ne devraient pas pouvoir rentrer pour privilégier la qualité de vie des citoyens et des riverains. Voilà. Et ça aidera probablement à lutter contre un certain nombre de sujets, et notamment la monoactivité. Alors, la diversité sociale dans les écoles, elle dépend de manière structurelle d'abord de notre capacité à faire de la diversité dans les attributions de logement. J'en parlais tout à l'heure. Donc, plus on a des attributions équilibrées entre les familles les plus en difficulté, les classes moyennes, qui doivent retrouver leur droit d'accéder au logement social, et l'accession directe à la propriété, plus on va retrouver cette diversité dans les écoles et dans les crèches. Maintenant, aujourd'hui, on voit qu'on a concentré beaucoup de difficultés dans les mêmes quartiers. Et en même temps, il faut donner les mêmes chances de réussir à tous les enfants. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai soutenu la réforme du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, de dédoubler les classes de cours préparatoires et de cours élémentaires première année pour donner plus de chances à des enfants qui ont moins de capital social et moins de capital culturel aujourd'hui de réussir par eux-mêmes à l'école en ayant plus de suivi pour l'acquisition des fondamentaux, savoir lire, écrire et compter. À côté de ça, eh bien, moi je suis pour qu'on ait une carte plus globale. Moi je suis pour de la mixité entre les différents collèges, notamment du 18e. Il faut le faire, mais à grande échelle, si vous voulez. Il ne s'agit pas de mettre, par exemple, un collège où il y a beaucoup d'évitement et où en fait il y a beaucoup de difficultés avec un collège qui aurait un peu de mixité et les fondre. Il faut fondre le collège où il y a une concentration des difficultés, le collège où il y a plutôt de la mixité, et le collège où justement il y a plutôt au contraire beaucoup de réussite et de facilité, mais qui est une autre forme aussi d'homogénéité, pour que les passerelles se fassent de manière assez évidente et qu'on le construise en concertation et dans le temps avec évidemment les professeurs et les parents d'élèves. Ça peut bien fonctionner à partir du moment où il y a un pilote aussi dans l'avion qui évalue les choses. Moi, je suis pour expérimenter, c'est-à-dire essayer des nouvelles politiques publiques. Si ça marche, on généralise. Si on voit que c'est plus difficile, on arrête, mais d'évaluer régulièrement les résultats que ça peut avoir. Et moi, je crois que la diversité est une chance, et le 18e est symbolique de cette diversité sociale, de cette diversité aussi d'origine, mais il faut la faire vivre, et il faut qu'elle enrichisse chacun, et que ce ne soit pas dans une logique d'enfermement ou de ghettoisation, mais justement d'ouverture et d'apprentissage de la connaissance de l'autre dans sa différence. Et l'école doit profondément y participer. Donc je suis tout à fait ouvert à ça. Et puis moi je suis pour amener dans le 18e des filières d'excellence et dans les quartiers populaires. Dans la formation professionnelle, par exemple, je souhaite réaménager la porte de Clignancourt pour l'embellir, pour y mettre du vert, du beau, mais pour y accueillir aussi un développement économique autour de la Cité des métiers d'art, pour préserver ces métiers qui ne doivent pas disparaître de Paris avec un centre de formation professionnelle. Je souhaite faire la même façon sur un centre dédié à l'innovation, sur les métiers de demain, des nouvelles technologies, avec un centre de formation où on amènerait les jeunes notamment, ou des moins jeunes, mais notamment des jeunes, des quartiers pour leur permettre de dire il se passe dans votre quartier des choses qui ne se passent nulle part ailleurs, où on investit sur la formation, on investit sur l'emploi et que c'est fait pour vous. On va vous accompagner. Il faut s'occuper de cette génération. Il faut évidemment s'en occuper dès l'école, il faut responsabiliser les familles, il faut faire de la diversité sociale et il faut aussi les amener sur le chemin de la réussite par eux-mêmes dans une filière de formation qui leur soit clairement destinée. Il faut que ce maire d'arrondissement, cette équipe municipale, prenne en main aussi ces sujets si on ne veut pas subir toutes les difficultés qu'on connaît parfois dans certains quartiers. Vous savez, moi je ne suis pas sectaire. Quand la mairie en place a pris des dispositions pour créer de la diversité commerciale, je vois que ça marche. Mais je trouve que ce n'est pas d'ampleur. Et donc il faut changer d'échelle. Et je l'ai proposé par de nombreux vœux depuis de nombreuses années au conseil d'arrondissement et au conseil de Paris, vox clamens in deserto, parfois, oui, vous avez raison, parfois on vote les vœux, mais derrière, il n'y a pas un plan d'ensemble. Il faut être beaucoup plus offensif en matière de diversité commerciale, parce que nos commerces diversifiés de qualité
de bouche ou culturels sont aussi l'âme de Paris. Ils assurent à chacun un commerce de proximité. On peut faire les courses dans son quartier. C'est aussi la sécurité, la tranquillité, un commerce ouvert dans un quartier. Et il y a 3 formes de quartiers dans le 18e. Et sur ces 3 formes de quartiers, il faut être offensif. Il y a les quartiers où les grandes enseignes l'emportent, c'est un peu Montmartre, on le voit à la rue des Abbesses, parce qu'au fond, le prix du mètre carré est très cher et nos commerces de bouche ou nos commerces à vocation culturelle ont du mal, vraiment du mal. Dans des quartiers où il n'y a plus de commerce, je pense notamment aux portes de Paris, où il faut remettre du commerce, à la porte d'Aubervilliers, à la porte de la Chapelle, à la porte de Montmartre, à la porte de Clignancourt, il faut investir dans du commerce de proximité pour que chacun puisse faire ses courses dans son quartier et du commerce de qualité. Et dans des quartiers qu'on connaît, à Châteaurouge ou à la Goutte d'Or, où il y a beaucoup de monoactivité, et il faut qu'il y ait une diversité, il faut accepter, et c'est aussi l'histoire de la Goutte d'Or, mais il faut remettre aussi du commerce de bouche diversifiée, du commerce culturel, des activités commerciales qui permettent à chacun de pouvoir se réapproprier son quartier, de se dire je ne suis pas obligé de partir de Châteaurouge pour aller faire mes courses à Poteau ou à Olive, mais dans la Goutte d'Or, je peux faire mes courses parce que chacun peut se retrouver dans la diversité commerciale. Et pour ça, il faut être offensif et avoir un plan. Il y a plusieurs choses. On a des instruments avec la CMAEST sur la préemption. On a des instruments dans le plan local d'urbanisme pour créer dans des rues des zones protégées, pour choisir la destination commerciale, pour qu'on ait une mairie offensive et qui suive de manière très énergique l'ensemble des quartiers et pour choisir aussi progressivement la manière dont on va vivre par la destination commerciale. Le maire ne peut pas tout, il ne s'agit pas d'administrer l'ensemble de l'économie, mais on a besoin soit de préserver, soit de changer de manière assez forte le type de destination commerciale dans un certain nombre de quartiers du 18e. Et ça, nous avons les instruments pour ça et la volonté vraiment de réorienter de manière très significative, parce que ça aussi, ça participe de l'attractivité pour les classes moyennes dans un quartier et de l'équilibre social dans les quartiers du 18e. Ce plan d'urgence, je l'ai proposé il y a de nombreuses années là aussi. J'avais même fait une lettre ouverte à l'État et à la ville de Paris pour leur demander d'abord de travailler ensemble. Je ne supporte plus les gens qui se renvoient la responsabilité. C'est pas moi, c'est l'État. L'État, c'est pas moi, c'est la ville. Tout le monde a une responsabilité. Parce que quand on aime sa ville, quand on aime son arrondissement, on s'en occupe. Et quand on est un élu de proximité, si on n'a pas tous les pouvoirs, on met tous les partenaires autour d'une table. Et chaque semaine, on demande à chaque partenaire ce qu'il a fait. On l'évalue, son travail. Et s'il fait mal son travail, on essaie de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Comment on peut expérimenter de nouvelles politiques. Il faut être un animateur, il faut avoir cette volonté, cette énergie de savoir travailler avec les autres, ça me paraît indispensable. C'est la raison pour laquelle, parce qu'il y a urgence, il faut un adjoint dédié au nord-est de Paris, à la ville de Paris, qui est compétent sur l'ensemble des grandes questions pour le nord-est, sur la sécurité, la tranquillité, la propreté, la diversification commerciale, sur l'entretien des équipements pour accélérer les politiques publiques, mieux les évaluer et ne plus subir, mais agir pour progressivement retrouver cette reconquête de l'espace public et désaturer les problèmes qui sont toujours concentrés dans le même quartier. Ça, c'était une de mes propositions que nous reprenons avec Agnès Buzyn dans le cadre de l'élection municipale de Paris. Et on le voit, les quartiers de nord-est, que dans le 18e arrondissement, dans le 19e, dans le 10e, on pourrait parler d'ailleurs, dans le 20e aussi, dans le nord du 11e, subissent vraiment une concentration des difficultés, et particulièrement les quartiers de Châteaurouge, de la Goutte d'Or et de la Chapelle, et des portes aussi, portes de la Chapelle et portes d'Aubervilliers, où on a trop longtemps accepté ce qu'on aurait accepté nulle part ailleurs à Paris. Donc là aussi, il faut être extrêmement offensif. Et puisque vous me permettez de dire juste un sujet, nous, on veut le faire de manière, si vous voulez, à dépasser toute forme de clivage partisan, travailler avec les autres, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai constitué une liste d'hommes et de femmes très différents, beaucoup de présidents d'associations, issus des différents quartiers du 18e, qui ne viennent ni de la gauche ni de la droite. Il y a des gens qui viennent de la majorité municipale qui ont rejoint ma liste, ou d'autres de l'opposition municipale. Ce n'est pas un sujet, on gardera ce qui a été fait de bien, et on veut changer ce qui a dysfonctionné. Et permettez-moi de vous dire, avec force et conviction, qu'après 25 ans d'une même équipe, c'est bien que dans une démocratie, il y ait une alternative, c'est bien qu'il y ait une nouvelle façon de travailler, c'est bien qu'il y ait de nouveaux projets, et en 6 ans, je pense qu'on peut inverser des tendances, et si déjà on a désaturé l'espace public, si on a redonné de la qualité de vie aux citoyens sur la sécurité, la propreté, si on a transformé notre ville sur le plan écologique, si on a dédensifié un peu un certain nombre de quartiers dans les nouveaux projets d'aménagement pour retrouver l'équilibre,
eh bien on aura déjà réussi une mission et après ça sera aux habitants de voir quelle est l'autre équipe, la prochaine, qui aura l'énergie de faire d'autres choses. Voilà.